Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission ciné. Aujourd'hui on parle de l'émission mensuelle, ça n'a aucun sens ce que je dis, je suis avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Amélie. Ouh, comment ça va? Ben ça va très bien, comme un décembre avec Noël et Noël. Et beaucoup Nouvel An. de films aujourd'hui. Et beaucoup de films. Et toi comment tu vas? Je vais très bien, j'ai passé mon mois de décembre au cinéma. Waouh, plus que moi. Ici, pas de spoilers, donc n'ayez pas peur. On est là pour vous donner envie d'aller voir des films au cinéma. Donc restez, on ne vous divulgagera pas la fin. C'est ça le mot. Oui, on va pas vous spoiler. Exactement. Et Dimitri, tu vas commencer à nous parler d'un film qui s'appelle Le Temps d'aimer, réalisé par Catel qui les verrait, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense. Je te fais confiance, j'ai pas fait de recherche. Je t'en prie, fais-nous un tout petit synopsis rapide, sans spoil évidemment, et donne-nous ton avis. Ok, alors synopsis rapide, c'est l'histoire de la rencontre entre deux personnages qui, pendant la guerre, qui ont des positions sociales pas très acceptées, parce que l'un de ces personnages est homosexuel, et l'autre, du coup c'est le garçon, je sais plus comment il s'appelle, et la femme qu'il rencontre, c'est une femme qui, pendant la guerre, a couché avec un soldat allemand, donc elle est traitée de collaboratrice et tout ça, et ils se rencontrent peu après la guerre, et ils vont s'aimer, et commencer à faire leur vie ensemble, avec beaucoup de tumulte, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le film est... voilà, c'est ça, avec beaucoup de tumulte. Je peux donner mon avis directement sur le film ? Vas-y. Ok. Je trouve que le film est vraiment sympa. Les personnages sont vraiment intéressants, bien travaillés, bien qu'on sent qu'à un moment, il y a un des personnages un petit peu moins bien préparé, on va dire. Il arrive dans la situation un peu là, comme ça, très rapidement, mais il va mener à quelque chose de très intéressant par rapport au couple que l'on suit. Le film est beau, la bande-son est sympa. Bon, pas extrêmement notable, mais sympathique. Elle va bien avec l'esprit du film. Le film n'est pas... Comment dire ? Il n'est pas moraliste. On voit plus vraiment des personnages évoluer que juste dire « Ah là là, il faut pardonner aux gens qui ont collaboré pendant la guerre » ou « Oh là là, il est homosexuel, c'est pas grave ». C'est des états de fait, on sait très bien. Le film se concentre pas là-dessus. Il fait vraiment évoluer des personnages dans une histoire qui est, ma foi, très sympathique et que j'ai beaucoup aimé. Bah super, donc je vais te poser la question. Dimitri, est-ce que oui ou non, Le Temps d'aimer ? Oui, je pense que c'est un bon film. Okay, donc c'est une romance. Hein. Oui. C'est pas qu'une romance, c'est... Oui, mais c'est... Romance historique, oui, ok, voilà. D'accord, romance historique. C'est un peu le centre, et il y a des développements à côté, mais oui. Ok, donc c'est une romance historique, donc sortie le 29 novembre, on était dans les retards. Oui. C'est pas grave, ça arrive, j'en ai plein aussi. En parlant de retard, je vais parler maintenant du film The Killer réalisé par David Fincher et sorti le 10 novembre sur Netflix. Il est toujours disponible sur la plateforme d'ailleurs, donc si vous avez envie de le voir, allez-y, foncez. Donc c'est un film adapté d'une bande dessinée française. Ça fait longtemps que le projet était sur le plan de travail et donc on a pu avoir ce film fin d'année. Alors le film, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est embauché pour commettre un meurtre et tout ne se passe pas bien. Si bien qu'il va partir en quête de réponses par rapport à ses commanditaires, etc. Je vous laisse découvrir le film, je vous dis pas tout. Et tout le long du film, on a cette narration qui est très présente du personnage principal, qui parle très peu, mais qu'on entend en tant que spectateur, parce qu'on entend toutes ses pensées presque. Et c'est un film assez sombre. La tension, elle monte vraiment progressivement grâce à cette narration qu'on a. C'est vraiment très prenant, et le film est découpé en chapitres. Donc ça crée une sorte de scénario assez haletant. Il y a cet effet dans les combats, dans toutes les scènes qui est très réaliste. Et donc on sait pas trop où se mettre en tant que public. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je ne vous en dis pas plus, histoire de préserver un peu le suspense. Mais j'ai une phrase du film, une phrase qui répète souvent au long du film. C'est un peu le mantra de ce tueur. Il dit donc... Respecte le plan, anticipe, n'improvise pas, ne fais confiance à personne, ne mène que le combat pour lequel on te paye. Un peu ce mantra qui est là tout au long du film et qui change un petit peu. Voilà. Alors, si on me pose la question, donc, est-ce que oui ou non The Killer ? Je dirais oui, franchement, allez-y, vous perdrez pas votre temps. C'est vraiment un super film, moi j'ai beaucoup aimé. Toujours dans les retards, maintenant je vous parle d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, réalisé par Francis Lawrence et sorti le 15 novembre au cinéma. C'est l'adaptation du dernier roman des Hunger Games,
qui est un préquel des premiers jeux qu'on a dans les premiers films, enfin des jeux futurs qu'on a dans les premiers films, c'est un peu compliqué. En gros, ça se passe au 10e Hunger Games, et non pas dans les 70e quand on arrive sur les films avec donc Katniss Everdeen. Bref, on parle du président Snow et de sa jeunesse, de comment il arrivait là où il arrivait. Et voilà, on suit cette jeunesse d'un individu plutôt propre sur lui, mais qui va très vite être sali par beaucoup de choses, par du mépris, par du pouvoir, etc. En tout cas, c'est l'histoire d'un méchant. Alors, je vais pas en dire plus parce que, évidemment, si vous êtes fan, vous l'avez forcément vu, mais si jamais vous avez un petit doute à aller le voir ou pas, je n'en dis pas plus. Alors, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment plaisant à regarder parce que, déjà de 1, moi j'ai lu les premiers Hunger Games, j'ai pas lu le dernier, mais j'étais vraiment très fan. Deuxièmement, ça met en avant un personnage qui est vraiment profondément cruel, il n'est jamais gentil. Ça, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, c'est bien, on voit comment il a été transformé en méchant, mais en fait, moi je ne trouve pas qu'il soit présenté comme un gentil, entre guillemets, dès le début, en fait. Il y a cette cruauté du personnage qui est présente même avant qu'il soit vraiment méchant, on va dire. Il est évidemment moins méchant qu'à la fin, mais quand même un petit peu. Par contre, au niveau du film, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des longueurs qui freinaient l'action. J'ai trouvé ça vraiment dommage, surtout que le film est séparé en 3 parties. Ça aussi, je sais pas, ça m'a un peu... je pense qu'on aurait pu peut-être oublier ces cartons-titres entre les parties qui sortent un peu de l'intrigue. Après, esthétiquement, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé assez réussi. Voilà. J'ai une phrase pour ce film. J'ai une phrase qui est « Qui regardera les jeux s'il n'y a pas de vainqueur ?» Voilà. Et aussi, la neige se pose toujours au sommet, pour ceux qui l'ont vu en VF. Alors, est-ce que oui ou non, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur? Je dirais oui. Oui, parce que c'est des souvenirs, c'est nostalgie. Après, si on prend le film en lui-même, peut-être pas que j'irai jusqu'à penser oui. Enfin, l'avant-dernier retard de cette émission, je vais vous parler de Wish, Asha et la bonne étoile, réalisé par Chris Buck et Fawn Versenthorn, si je ne dis pas de bêtises dans ma prononciation, sorti le 29 novembre. C'est un dessin animé, c'est le dernier Disney. J'ai pu le voir au cinéma comme beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Alors ça raconte l'histoire de Asha qui vit à Rosas, qui est une ville où les habitants vont confier leurs souhaits à leur roi. Et on ne le sait pas, mais ce roi est un terrible sorcier qui garde les rêves pour lui et qui va utiliser leur pouvoir. Alors Asha donc va, à l'aide de ses amis, pouvoir essayer de sauver les rêves. Alors c'est un film plaisant à regarder par son esthétique tout d'abord, parce que ce dessin est quelque chose qu'on ne voit plus souvent et qu'on n'a plus l'habitude de voir, et qui est assez original d'ailleurs. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas aimé, mais moi j'ai vraiment apprécié cette esthétique. Ensuite, niveau histoire reste originale, malgré tous les petits caméos Disney et toutes les références, parce que c'est un film, le film des 100 ans Disney. Donc c'est plaisant à regarder, c'est pour les fans de Disney, même pour ceux qui sont pas fans, qui n'ont pas toutes les références, c'est pas grave, ça se regarde quand même. Il y a beaucoup de codes Disney, des personnages qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Enfin bref, j'ai passé un beau moment, je pensais pas pouvoir passer un bon moment devant parce que j'avais eu des retours pas super, mais finalement j'ai vraiment bien accroché à l'histoire, qui reste vraiment originale malgré donc cette aura Disney qu'il y a tout autour. J'ai une phrase pour ce film: à vous les étoiles qui me ressemblez, j'ai besoin de vous, sans qui je ne suis rien. C'est les paroles de la chanson. Bref, c'est super beau. Alors, est-ce que oui ou non, Wish, Asha et la bonne étoile? Oui, franchement oui, allez-y si vous aimez Disney, allez-y si vous voulez un dessin animé vraiment qui va vous redonner le sourire, franchement allez-y. On entre enfin dans le mois de décembre avec le film Le Monde après nous de Sam Esmail, sorti le 8 décembre sur Netflix, il est toujours disponible sur la plateforme.
Ça raconte l'histoire d'une catastrophe qui arrive, mais en fait qui n'arrive pas puisqu'on n'assiste pas directement à cette catastrophe, parce que les personnages qu'on suit sont totalement éloignés de là où ça se passe. Donc c'est très intime, et je vais pas vous en dire plus. Vous pourrez le voir sur Netflix. Alors, personnellement, j'ai trouvé que c'était un film apocalyptique, super intime, vu qu'on n'assiste pas à la catastrophe, et qu'elle ne fait que, on va dire, menacer les protagonistes. Vraiment, elle arrive de façon hyper lointaine. Et pourtant, il y a des retombées assez proches quand même pour les personnages. Le principe, il est intéressant. Par contre, j'ai trouvé que le film était très long. Esthétiquement, j'ai bien aimé aussi, mais j'ai très vite décroché en fait. À un moment, je me suis dit, ah mince, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe en fait? Tellement j'étais totalement à l'ouest, je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être c'est à cause des longueurs, le film il dure quand même 2h20. Peut-être qu'il y avait des trop grandes longueurs, je pense que c'est ça. Après, point positif pour Julia Roberts, qui est vraiment excellente, je trouve, dans ce film. Voilà, donc dommage qu'on navigue dans le flou pendant trop longtemps, malheureusement. Et j'ai une phrase pour ce film. Je suis devenue une personne inutile. Ça résume pas forcément le film, mais elle est pas mal. Et donc, est-ce que oui ou non le monde après nous? Je dirais non. Après, je vous laisse vous faire votre avis, et si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si oui ou non ce film selon vous. Dimitri, tu vas nous parler de Past Lives de Céline Song. Oui. Oui, voilà. C'est ça. C'est un film produit aux États-Unis, mais fait essentiellement aux États-Unis et en Corée avec des acteurs coréens. Là par contre, c'est vraiment une romance, mais comme on peut s'y attendre d'une romance, c'est l'histoire de deux personnes, filles et garçons, qui se sont connus lorsqu'ils étaient en Corée, à Séoul, à l'école. Et la vie a fait que la fille a dû partir aux États-Unis, non, au Canada avec ses parents, et le petit garçon, il est resté. Les deux ont développé, ont fait leur vie, jusqu'à un moment où ils se re-rencontrent par Internet, ils rediscutent. Et qu'est-ce qui se passe? Allez voir le film. Waouh. Le film présente une... La bande-son est sympa. Les images sont vraiment travaillées. Il y a énormément de plans qui sont très beaux. Et il y a aussi 3 personnages dans ce film où à un moment il y a des scènes de tension qui marchent vraiment super bien. Et bon, le film est vraiment beau. Par contre, il faut s'attendre à beaucoup de scènes qui sont vraiment lentes et longues. Quand je parlais de films typiquement romantiques, je pensais un peu dans la vibe de In the Mood for Love, pour ceux qui connaissent. Mais c'est un film vraiment où la caméra prend son temps et on voit vraiment des actions lentes ou sans vraiment de sens. Enfin, il y a un sens du coup qu'on peut s'amuser à rechercher à cette lenteur et à cette longueur, mais vraiment des plans longs, et donc il peut être très facilement ennuyeux, et on peut vraiment juste des fois avoir envie de dormir devant le film si on n'est pas trop romance. Je pense que le film ne nous intéressera pas, mais si on aime bien les romances et que les films longs ne nous dérangent pas, le film peut vraiment super bien marcher. Et pour moi, j'ai beaucoup aimé. Il a super bien marché pour moi. Ok, je vais te poser la question du coup, vu qu'on est dans la lancée de j'aime bien. Dimitri, oui ou non, Past Lives? Oui. Oui. Sous condition. Oui. D'accord, ok, oui. Allez le voir, il est toujours au cinéma, il s'est sorti le 13 décembre, et vous nous direz si oui ou non, Past Lives. Sorti le 13 décembre également le film de Paul King, Wonka, qui reprend, qui est un préquel du film des années 70 de Charlie et la chocolaterie, qui est une adaptation du roman de Roald Dahl. En bref, Timothée Chalamet campe le rôle de Willy et veut vendre des chocolats dans une grande galerie, mais il a des ennemis, mais va être aidé par ses nouveaux amis. Alors, Wonka, ça parle de chocolat, ça parle d'amitié, ça parle de magie. C'est un film comédie musicale destiné aux enfants avant tout. J'ai trouvé ça un petit peu plat dans le sens où tout se suit sans vraiment qu'il y ait de gros obstacles. Après, voilà, c'est un film qui marche, qui est coloré à l'image du personnage principal.
Voilà, donc l'intrigue est un peu simple, on va dire, mais bon, en même temps, ça fait du bien. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer pendant presque les 2 heures que dure le long métrage. C'est amusant, il y a des moments qui sont drôles, c'est léger, franchement, c'est comme avaler un chocolat, j'ai envie de vous dire. Franchement, c'est très sympa. Alors, j'ai une phrase pour ce film, évidemment. Alors, une phrase de notre Oompa Loompa Hugh Grant préféré. Trop tard, j'ai commencé à danser. Une fois commencé, il est interdit de s'arrêter. Et est-ce que oui ou non, Wonka? Je dirais oui parce qu'il est sympa à regarder. On passe un bon moment. Sincèrement, je pense pas que ce soit le meilleur film de l'année, loin de là. Mais en tout cas, ça nous fait passer un bon moment. Dites-nous si vous l'avez vu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Dites-nous si vous avez beaucoup aimé ou si vous avez détesté totalement le film. Dimitri, tu vas nous parler du deuxième volet des Trois Mousquetaires, qui s'appelle Trois Mousquetaires Milady, de Martin Bourboulon. Petit synopsis rapide, enfin, c'est la suite du premier. Donc c'est la suite du premier et je me souviens plus. En fait, j'ai vu les deux à la suite, ça fait que j'ai du mal à dissocier ce qui se passe dans l'histoire du premier et du deuxième. Le premier finit comment, Amélie? Alors, je vais un peu divulgacher, mais le premier, vous avez eu le temps de le voir. Donc, ça commence... Enfin, le premier terminé sur l'enlèvement de Constance Bonacieux, et donc ça va être cette quête de D'Artagnan pour retrouver Oui, c'est ça. Constance. À la fin du premier, D'Artagnan est mousquetaire, officiellement. C'est ça, il est nommé mousquetaire officiellement. Ouais. Et Constance Bonacieux est enlevée. Et ben, justement... ça finit comme ça. Voilà. Oui, voilà, donc ça part là-dessus. Et grosso modo, ce sera la quête pour retrouver Constance Bonacieux, avec nos personnages qu'on a déjà vus et qui vont évoluer, mais je ne vais pas vous dire comment ils évoluent. Je vous dirai juste que le film est bien, il est vraiment dans la suite du premier. Vraiment, vous pouvez regarder le premier et le deuxième à la suite. Pas de choses qui dénotent, ils sont vraiment faits pour se suivre. Oui, Amélie. Donc c'est un diptyque qui marche, on peut dire. Oui, ouais. Oui, clairement, en l'occurrence, je suis d'accord avec ce jugement. Et j'ai bien aimé le film. Je trouve qu'il est bon. Je n'ai pas énormément noté niveau bande-son, mais les acteurs sont excellents. Le film est vraiment divertissant, plaisant, pas trop long. Bien que je dois admettre, un moment dans le 2, un moment, je m'étais vraiment demandé, ok, là, il est quelle heure, on en est où? Mais c'est peut-être parce que j'ai vu en une après-midi les deux à la suite. Alors, l'ennui, c'est pas tant le film que moi qui ai pendant 4 heures regardé 2 films. Il faut comprendre qu'au bout de 4 heures, des fois, on est un peu fatigué. Mais je le dis, mais je pense pas que c'est le film qui ennuie, c'était moi qui, vers la fin, était fatigué. Mais en tout cas, le film est vraiment très bon. Et comme je dis, acteur de fou, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Les acteurs... Piliers. Et s'ils étaient bons dans le premier, dans le 2, ils sont excellents. Oui, évidemment, en plus, les films ont été tournés en même temps, donc c'est juste le montage qui a été, où l'intrigue a été divisée en 2, donc en diptyque, et donc ça a été tourné exactement en même temps les 2 films, donc forcément le jeu est constant par rapport au premier et au deuxième, quoi. Même si ça fait 11 mois qu'on l'attendait, mais, mais voilà. En l'occurrence, j'ignorais qu'ils avaient été tournés en même temps. Ouais. Et voilà, mais j'ai bien aimé. Ok, donc je te pose la question. Dimitri, oui ou non les Trois Mousquetaires Milady? Oui, à condition d'avoir vu le premier. Ah oui, évidemment, c'est un diptyque. Oui, mais juste qu'on soit d'accord, parce que je pense pas que ça vaille grand-chose d'aller le voir si on n'a pas vu le premier. Même si il peut suffire à lui-même, mais on sera un peu perdu. Vraiment, oui, à condition d'avoir lu le premier. Merci. Et c'est sorti donc le 13 décembre. Voilà. Merci Dimitri. Pour compléter les propos de mon cher collègue, je dirais que ce deuxième volet du diptyque, donc il y a un casting qui est vraiment... formidable, les acteurs ils sont vraiment très très bons. L'action, les cascades, c'est nickel. Peut-être que le premier était un peu plus... montrer un peu plus ses cascades. Après, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Moi, je vais faire un petit point adaptation, parce que vous savez tous que j'adore faire ça. Je dirais que c'est une adaptation cohérente de l'œuvre de Dumas. Justement parce que c'est impossible de faire une adaptation en 2 films de l'œuvre qui fait... au moins plus de 700 pages, c'est trop compliqué, il y a trop de personnages, il y a trop de choses qui se passent. Le premier volet correspondait plutôt bien à ce qu'on peut considérer comme une première partie, en tout cas du roman, mais ce deuxième volet est un peu plus compliqué niveau adaptation. C'est totalement cohérent ce qu'ils ont fait, ça marche vraiment bien. Après, évidemment, on ne peut pas ajouter 150 personnages, etc.
Ce qui marche aussi très bien, c'est que pour ceux qui sont fans du livre ou qui ont pu le lire, il y a dans toutes les scènes adaptées, enfin, qui ne sont pas adaptées justement du roman, des clins d'œil qui se déroulent dans le roman. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont cachés, mais vers la fin surtout. Après, moi, mon petit reproche peut-être, c'est qu'on nous a vendu un diptyque, mais on s'attend potentiellement à ce qu'ils essayent de faire une suite quand même. Je suis pas du tout contre parce qu'il faut faire marcher ce cinéma français-là à gros budget et c'est super d'avoir des films comme ça qui ont coûté autant et qui sont des grosses productions françaises au cinéma et que ça marche, en plus ça ramène des gens. Donc franchement, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est sûr qu'on s'éloigne un petit peu de l'œuvre de Dumas. En tout cas, je trouve que c'est donc une adaptation qui est cohérente, à défaut d'être parfaite. Pour ce film et pour souligner l'action qui est présente, j'ai une phrase. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir, je vous emmène là où on meurt. Petite phrase du capitaine de Tréville à ses soldats. Alors, est-ce que oui ou non, pour moi, les Trois Mousquetaires Milady, je dirais un grand oui quand même. C'est mon coup de cœur du mois d'ailleurs, malgré cette adaptation cohérente mais un peu bancale. En tout cas, coup de cœur pour moi quand même. C'est un très bon film, je trouve, et les acteurs sont vraiment excellents. Enfin, nous allons vous parler du dernier film que nous sommes allés voir en ce mois de décembre, et pas des moindres. Il s'agit d'une équipe de rêve réalisée par Taika Waititi, sortie le 20 décembre. C'est l'histoire de l'équipe de foot la plus mauvaise, l'équipe de foot des Samoa américaines. Voilà, donc on va envoyer un entraîneur américain sur le point d'être viré. On va l'envoyer là en dernier recours et il va essayer de devoir faire remonter le niveau de cette équipe. Il s'agit du coup de cœur du mois de Dimitri, il va vous en parler juste après moi. Et je vous donne mon avis rapidement, c'est un film qui est coloré, léger, rythmé, drôle, c'est un film qui est percutant parce qu'il est court, il dure qu'1h22, et ça marche vraiment bien. Ça se base sur une histoire vraie, et en plus gros point en plus pour la durée du film qui est vraiment courte, et la musique aussi qui est vraiment excellente. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai rigolé pendant tout le film, c'était vraiment super. Dimitri va vous en parler plus en détail. J'ai une phrase pour ce film. Je ne peux pas gagner. Alors perdez, mais ne perdez pas seul, perdez avec nous. Voilà. Ça résume bien l'esprit un peu de l'équipe de ce film justement. Et c'est vraiment un film qui m'a touchée, qui est tendre. Et voilà, il y a des beaux messages d'ailleurs dans ce film. Alors, est-ce que oui ou non, pour moi, une équipe de rêve, je dirais oui, franchement, foncez, allez voir si vous avez l'occasion de le voir. Et dites-nous si ça vous a plu aussi. En tout cas, d'une manière très positive, j'ai vraiment adoré ce film. Il est hilarant, il est sympathique, c'est une bouffée d'air frais par rapport au monde actuel tel qu'on peut le connaître, en racontant cette histoire de l'équipe de foot qui n'arrive pas à marquer son but et qui, par le fait qu'un entraîneur des États-Unis vienne les aider, je sais pas, c'est vrai que c'est un bon prétexte pour faire une fable super positive sur les relations sociales et sur ce que les autres peuvent nous apporter. Le réalisateur fait des bons films et je pense que de manière générale, ces films portent cette patte de positif et d'air frais, de bien-être qui font du bien à tout le monde. Et en plus de ça, le film est beau. En tout cas, je trouve qu'il contient de très beaux plans et une musique qui l'accompagne, qui est, ma foi, sympathique et rigolote. En tout cas, je trouve que c'est un très bon film. Alors, oui ou non, une équipe de rêve? Eh ben pour moi, c'est un grand oui. Clairement, sans hésiter, c'est un film excellent. Et amenez-y vos amis, amenez-y votre famille. Le film est excellent et il est super plaisant. Et on se retrouvera le mois prochain pour une future émission mensuelle de l'année 2024, la première. En effet, pour janvier du coup. Exactement, d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, il y a des super films en janvier. Oui. Il y a Priscilla, de Sofia Coppola, j'adore cette réalisatrice. Bisous. Bisous, au revoir à tous.